Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et l'heure est venue d'écouter les voix de la médecine utopique, présentées par l'équipe de la revue Pratique, les cahiers de la médecine utopique. Aujourd'hui, les antivax sont-ils vraiment affreux, sales et méchants? Les personnes non vaccinées sont devenues les nouveaux monstres de notre société. Or, tous ne sont pas des réfractaires et les réfractaires ne sont pas tous des complotistes. Pour en discuter ce soir, Frédéric Pierru, sociologue et politiste plus énervé que jamais, donne la parole à Catherine Thomas, anthropologue, Hugo Diaz, médecin généraliste, Alexis Spire, sociologue au CNRS, et Anne Perros-Oliveres, cadre supérieur de santé retraité. À toi donc, mon bon Frédéric. Bonjour à toutes et tous, nous voici réunis pour une nouvelle émission des Voix de la médecine utopique, l'émission de radio de Pratique, les cahiers de la médecine utopique, avec un sujet ce jour un peu lourd, raison pour laquelle j'ai choisi un titre relativement provocateur, taquin, que j'ai appelé « Les antivax sont-ils vraiment affreux, sales et méchants ?» Donc l'idée, c'était d'amener un peu de légèreté dans un débat qui a effectivement été très polarisé d'un point de vue moral et donc d'un point de vue manichéen, avec deux camps souvent présentés dans les médias, les pros et les anti-vax, et de l'autre côté, les pros et les anti-pass sanitaires. Et donc un débat qui a polarisé aussi bien dans la vie quotidienne, dans les cercles familiaux, dans les cercles amicaux, dans les cercles professionnels, on le verra à propos des soignants, mais ce titre affreux, sale et méchant, c'est parce que il me semble que ce débat n'a pas échappé à une certaine forme de, pour parler comme Nicolas Renaï et Pierre-Emmanuel Sorigné, à une certaine forme de mépris de classe parfois. C'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir s'intéresser aux bonnes raisons, ou aux raisons, même si elles sont pas bonnes, d'hésiter à se faire vacciner, voire refuser à se faire vacciner, eh bien, ces raisons méritent d'être explicitées et non pas balayées d'un revers de main avec cette idée que tout le monde devrait tout de suite être au garde à vous et comprendre l'intérêt de la vaccination. Donc, en guise d'introduction, j'ai cité avant de présenter les invités, j'ai trouvé deux papiers intéressants, parmi plein d'autres papiers, parce qu'il y a énormément d'articles scientifiques au niveau international et au niveau national qui ont été produits, et d'enquêtes, et on verra qu'avec Alexis Spire, sociologue au CNRS, qui est l'un d'entre eux, eh bien, on comprend mieux, en fait, les rapports différenciés, je vais essayer de ne pas faire mon sociologue de base, les rapports sociaux différenciés à la vaccination. Et donc, pourquoi ces enquêtes aussi permettraient de conduire à une politique de santé publique qui ne serait pas de la pure police sanitaire. Et donc, je suis tombé sur un article, vous voyez, de 2015, de Peretti, Vattel, Larson, Ward, je vais revenir sur Ward, Schultz, Verger, bon, bref, qui est une publication anglo-saxonne et qui questionne la notion d'hésitation vaccinale, en disant que finalement, c'est une notion ambiguë, voire une notion, alors ils disent une catch-all catégorie, c'est-à-dire une catégorie attrape-tout, et essaie en quelque sorte d'aller au-delà d'une certaine forme d'interprétation monolithique des réticences, des résistances, des hésitations, et tout ça, ce sont des notions que l'on va travailler ce soir autour de la vaccination, et ils retiennent deux notions, deux critères, deux variables plutôt, la confiance vis-à-vis des autorités sanitaires d'un côté, et la culture du risque, alors ce qu'ils appellent le healthisme, on pourrait traduire ça, mais c'est pas très beau, sanitarisme, en tout cas l'intérêt pour la santé de l'autre, et ils arrivent à une espèce de diagramme à 4 cadrans avec les conformistes passifs, ceux qui finalement se font vacciner parce qu'on leur dit de se faire vacciner, le conformisme éclairé, c'est-à-dire que là on a affaire à un degré supérieur de conscience en disant je me fais vacciner
mais je le fais parce que j'ai bien compris l'intérêt de la vaccination. Et puis de l'autre côté, l'hésitation passive, voilà, et puis l'hésitation rationalisée. Donc entre les deux, c'est l'hésitation qui repose sur peu d'arguments, et puis de l'autre côté, si on interroge des individus, eh bien une hésitation qui est argumentée. Et donc pour dire que finalement, autour de cette notion d'hésitation vaccinale qui est très utilisée au niveau international, eh bien il y a des comportements, des attitudes, des croyances qui sont très différentes et qui méritent d'être considérées dans une politique de santé publique. Le deuxième papier, c'est une interview de Jeremy Ward, qui est sociologue au CNRS et que doit connaître Alexis. Il a l'INSERM, ça n'a pas d'importance, mais je crois qu'il a l'INSERM. Alors moi, c'était marqué au CNRS, donc, mais à l'INSERM, et donc qui est très intéressante parce qu'il évoque notamment tous les mobiles, en quelque sorte, qui peuvent agir sur le rapport à la vaccination. Et j'aimerais citer parmi cette interview dans la semaine, c'est intéressant hein, parce que je vous cite deux phrases. Je suis assez réticent à ramener cela à la question du bon sens parce que sur un sujet aussi compliqué qu'un nouveau vaccin, je ne sais pas ce qu'est le bon sens. Et puis la deuxième phrase que j'ai tirée de cette interview, c'est « Après, je pense qu'on a aussi de bonnes raisons de s'inquiéter ». La notion de bonne raison est intéressante ici, je vais y revenir pour conclure et lancer le débat. Lorsqu'autant de personnes disent « Non, je ne vais pas me faire vacciner », on ne me fera pas croire qu'elles attendent juste d'avoir plus d'informations, c'est le signe d'une réelle défiance. Et ce papier date du 30 novembre 2020, c'est-à-dire avant le début de la campagne de vaccination. Donc, il y a des sociologues, des anthropologues qui se sont intéressés, et nous en avons parmi nous, mais il y a aussi des professionnels de santé qui ont recueilli aussi la parole des patients, qui, en quelque sorte, ont vu tout le spectre des attitudes, des croyances et des comportements vis-à-vis de la vaccination qu'on ne peut résumer, et c'est, me semble-t-il, le sens de cette émission, à l'opposition entre deux pôles, dont l'un serait effectivement affreux, sale et méchant, celui des irrationnels, des irresponsables, celui des méchants, en fait, des affreux, sales et méchants, et puis de l'autre côté, ceux qui auraient compris l'intérêt de se faire vacciner. Alors, je passe la parole à nos invités, peut-être. Alors, je vais commencer par Anne Perrault, puisque Anne, c'est la co-organisatrice de cette émission, hein, même si nous avons des débats sur le positionnement. Bon, et puis quand même, je tiens à saluer le travail de Renaud Soliveres, sans qui cette émission n'existerait pas. Et je veux vraiment le saluer ici, même si on se chamaille parfois, mais l'émission gagne en professionnalisme grâce à lui, car il monte l'émission, et puis dans l'interaction avec Anne Perrault et puis moi-même. Voilà, Anne, je te passe la parole. Alors moi, en fait, ma position vis-à-vis de la vaccination, elle a évolué tout au long de ces années. J'ai toujours été vaccinée. Je le dis parce que je ne suis pas donc, on ne peut pas me ranger du côté des antivax. En tout cas, moi, j'ai pas envie qu'on m'y range. J'ai toujours été vaccinée jusqu'à la vaccination contre l'hépatite B, que j'étais obligée de subir, et qui m'a vraiment rendu malade. Alors, pas la première injection, mais la deuxième, avec un pic fébrile assez élevé, et qui m'a vraiment rendu malade pendant plusieurs jours. Alors, c'est pas tant comment dire, je dirais d'emblée que c'est pas tant le fait qu'il y ait des effets secondaires, qu'ils soient liés au vaccin ou qu'ils soient liés aux adjuvants, enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout ma partie, mais ce qui m'a le plus gêné, c'est le refus, mais le déni total de la médecine d'entendre que j'avais eu un problème. Alors la première fois, le médecin du travail m'a dit « tu as dû faire une petite grippe en même temps ».
Je trouvais ça assez étrange. Il y avait 0 grippe dans le paysage. Je lui ai dit non, moi je ne crois pas. Je pense vraiment que c'est le vaccin. Donc elle m'a dit non. La troisième injection, j'ai fait une très forte fièvre qui m'a vraiment inquiétée, avec tous les symptômes grippaux, bref, passons. Et à la 4e injection, j'étais tellement mal que je suis allée aux urgences. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'en ai parlé à nouveau avec le médecin du travail qui m'a dit, écoute, on n'a rien là-dessus. Je dis, mais vous pouvez rien avoir puisque à chaque fois que je t'en parle, tu me dis qu'il n'y a pas, circuler, il n'y a rien à voir, qu'il n'y a pas d'effet secondaire à ce vaccin. Moi, j'ai eu des effets secondaires à cette injection. Ça, c'est clair, et je ne veux plus être vaccinée. Parce que je ne me rappelle plus des circonstances, mais c'était quelques mois plus tard, parce qu'il y avait plusieurs injections sur une période de 7-8 mois, je ne sais plus. Donc ça, la première chose, je me suis dit, mais alors, donc de toute manière, même si je crevais du vaccin, on me dit, c'est pas possible, il n'y a rien, ce vaccin ne provoque pas de problème. J'ai su ensuite que c'était faux. Que quand même, il y a eu beaucoup de questions, et il y en a encore, et de doutes sur ce vaccin. Donc ça a été ma première expérience négative, on va dire, alors que j'ai tout le temps été vaccinée contre tout ce qui était indispensable, ou sans me poser la moindre question. Là, ça m'a inquiétée. Ensuite, il y a eu H1N1, et il y a eu, déjà, c'est là que ça a commencé, où on a commencé à opposer, on va dire, la santé publique comme quelque chose qui serait finalement solidaire. On est tous solidaires pour ceux qui sont les plus fragiles, on va dire. Donc on se fait vacciner, même si c'est pas ni notre intérêt, ni très bon pour nous. C'est-à-dire qu'on devient là, on nous encourage à la solidarité, alors que par ailleurs, on nous met à l'envers de tout ça, c'est-à-dire on est quand même dans une société où on nous individualise et où on fait tout pour qu'on soit seul, en fait, pour être mieux, sans doute mieux manipulé, on va dire. Et moi, je n'ai pas supporté qu'on oppose finalement cette solidarité que par ailleurs je vis et que j'ai envie de vivre. Je me sens solidaire de mes concitoyens, donc je suis prête à faire des tas d'efforts, mais qu'on me l'impose ou qu'on me traite finalement d'irresponsable, d'individualiste, d'égoïste, alors que je me pose des questions, je trouve ça insupportable. Donc moi, c'est plutôt ça. Et du coup, cette vaccination contre le Covid, ou la Covid, qu'elle soit féminine ou masculine, on s'en tape un peu. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est précisément cette injonction, alors que beaucoup d'indicateurs étaient sur le doute. On ne sait pas trop, on ne sait pas où on va, ça n'a pas l'air non plus, alors il semblerait que ça évite les formes graves. Tout ça, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je me suis fait vacciner à reculons, uniquement pour continuer à vivre normalement. J'ai été un peu malade à la 2e injection et je ne suis pas enthousiaste à l'idée de la 3e. Alors, est-ce que ça fait de moi une anti-vax? Moi, je dirais non, mais voilà. Est-ce qu'on a encore le droit d'émettre des doutes? Eh bien, c'est ça la question. Merci Anne. L'idée, c'est de faire d'abord un tour de table pour présenter, et les invités se présentent aussi, mais tu as déjà dit des choses très intéressantes, notamment sur l'histoire de la vaccination dans notre pays, l'histoire chaotique de la vaccination dans notre pays. Préciser quand même que tu es issu du milieu soignant. Tu es infirmière, cadre de santé, cadre supérieur de santé. Et on voit bien d'ailleurs, à travers ce que tu dis, sur l'hésitation vaccinale, qui recoupe, si j'en crois ce que j'ai lu, aussi bien le refus pur et simple de la vaccination que l'acceptation de la vaccination, mais avec retard, ou alors l'acceptation avec des doutes. Donc on voit bien le côté amalgame de ces notions comme hésitation vaccinale, anti-vax. Alors anti-vax, c'est encore pire, parce que ça renvoie à l'univers du complotisme, à l'univers de l'ignorance, de l'irrationalité, etc. Bon, donc il faut essayer de mettre à plat tout ça. Il faut déployer la carte des raisons pour lesquelles les gens veulent se faire vacciner. Parfois, moi, à titre personnel, je vais faire ma déclaration d'intérêt. Je suis pro-vax.
j'ai été vacciné le plus tôt que j'ai pu, donc voilà, donc je ne suis pas du tout anti-vax, et c'est pas la question. La question pour le sociologue, c'est justement, comme disait Bernard Lahire dans un livre fameux, comprendre le monde, ça n'est ni excusé ni accusé. Voilà. Et donc le rôle des sciences sociales, que ce soit l'anthropologie ou la sociologie, c'est d'abord de comprendre pourquoi les individus se conduisent comme ils se conduisent, et éventuellement en tirer des leçons pour l'action publique. On passe à Catherine, peut-être ? Oui. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Catherine Thomas, je suis mère de 3 enfants, je suis anthropologue de la santé, actuellement attachée à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Lille. J'enseigne également l'anthropologie de la santé dans un certain nombre d'IFSI, donc d'instituts de formation en soins infirmiers, et je travaille aussi en clinique transculturelle. Et pour coller avec le thème d'aujourd'hui, je ne suis pas vaccinée, ni contre le Covid, ni d'ailleurs contre aucune maladie, et je n'ai pas l'intention de l'être. Et voilà, je pourrais développer mon point de vue par la suite. Hugo ? Alors bonjour, je suis Hugo Diaz, médecin généraliste dans la région toulousaine. Globalement, je pense que la vaccination a un intérêt, mais la vaccination en général. Et je pense qu'ensuite, il faut prendre chaque vaccin, chaque situation en particulier. C'est notamment ce que j'avais pu constater lorsqu'il y avait eu l'obligation pour les enfants de moins d'1 an de se faire vacciner. Alors, moi, je pense quand même que c'était utile, mais il y avait déjà ce débat, entre guillemets, anti-vax, pro-vax, qui sortait où, d'un côté, on avait des gens qui disaient la vaccination, c'est merveilleux, ça soigne tout et il n'y a aucun effet secondaire, donc une négation un peu des effets secondaires. Et en même temps, de notre côté, des personnes qui disaient non, les vaccins, tout est mauvais, c'est mauvais pour la santé, ça fait que tuer des gens. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt pour un avis moins tranché et plus, on va dire, plus critique envers toutes les positions, en essayant en tout cas d'avoir un avis scientifique, ce qui n'est pas toujours évident. Merci Hugo. Alexis ? Bonjour, donc je suis Alexis Spire, je suis directeur de recherche au CNRS, sociologue. Je n'ai pas de compétences, disons, scientifiques sur la question des vaccins et de leur efficacité. Je suis lecteur de revues scientifiques et à ce titre-là, je suis totalement convaincu des bienfaits de la vaccination contre le Covid. Je suis moi-même, s'il faut le dire, je suis moi-même vacciné très tôt. Parce que comme je faisais des enquêtes en plus dans des hôpitaux, dans des services, j'ai fait des enquêtes pendant la vague épidémique dans les services d'urgence et les services de réanimation. J'y suis allé pas mal, disons, en ayant comme seule protection, disons, les protections de vax. Et donc j'étais bien content dès le moment où ça a été possible d'être vacciné. Voilà, c'est par rapport à ce qui a déjà été dit, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'il semblerait que ça évite les formes graves. Il y a quand même des certitudes. Et moi je dirais, c'est certain que le vaccin évite les formes graves. Après, on peut discuter, on peut avoir des réticences, on peut avoir des hésitations et on va en discuter. Mais il faut quand même que, moi je trouve, voilà. Et puis il y a aussi la question de la temporalité et le fait que avoir des doutes au début de la vaccination, quand le vaccin a émergé, il y avait énormément de gens qui avaient des réticences, des doutes et qui trouvaient qu'on n'avait pas de recul. Il faut savoir que chaque jour qui passe, il y a des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui sont vaccinés dans le monde. Et donc, on n'est plus sur des expériences scientifiques. On est quand même sur une espèce de vastes chantiers grandeur nature voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que il ne faut pas poser la question de l'hésitation vaccinale et des gens qui sont réticents. Mais on ne peut pas faire comme si on était au tout début du vaccin. Voilà, et sur la solidarité, mais je ne sais pas si on a le temps, on en reparlera, mais je pense que sur la question de la solidarité et de l'individualisme, je pense que ça pose des questions politiques de fond qui méritent d'être abordées sur les questions de vaccination, sur aussi les manières dont les différents groupes sociaux habillent finalement leur discours et le fait que évidemment quand on a un certain niveau de diplôme, on peut se parer de pas mal de vertus pour habiller des pratiques et pas forcément dans d'autres cas. Donc voilà, donc ce serait bien de reprendre ce discours, cette question, disons, à mon avis, qui est importante de l'arbitrage entre solidarité collective et intérêt individuel.
Mais comme on arrive à la fin de la première session, je garde ce débat pour tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. En rappelant, Alexis, que tu as mené, mais on va y revenir, une enquête avec Nathalie Bajos, Léna Zilberzan, ou Zilberzan, je ne sais pas trop prononcer, et que tu as fait des enquêtes justement sur les rapports à la vaccination. C'est la raison pour laquelle tu es présent pour nous faire part aussi des résultats de ces recherches. Nous faisons une première pause musicale et puis nous reprenons ce débat après ce morceau de musique choisi par notre indispensable Renaud. Février 1972 sort l'album légendaire Harvest de Neil Young. Et puisqu'il est question d'aiguilles ce soir avec la vaccination, on écoute The Needle and the Damage Done. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk, blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun. Fréquence Paris Pluriel 106.3 et cette aiguille vaccinale qui fait tant parler d'elle, Frédéric. Après cette pause musicale tirée d'un album de légende de Neil Young, nous revenons à des sujets plus graves, plus lourds, peut-être pas moins importants, mais on pourrait en discuter avec Renaud, sur les réticences à la vaccination. Alors, Anne avait commencé par parce que moi j'ai constaté ça dans ma vie quotidienne, au fin fond de la Bretagne, c'est que la vaccination finalement a divisé même des cercles d'amis proches, le rapport à la vaccination du Covid. Donc ça a beaucoup impacté la vie quotidienne des gens. Alors, j'ai envie de dire aussi à la suite quand même de Alexis qu'il ne s'agit pas ici de tomber dans le relativisme, c'est-à-dire de ne pas dire que les vaccins, alors on va voir, hein, c'est un débat qu'on va avoir avec Catherine et Hugo, mais effectivement on a quand même une expérience en vie réelle et mondiale de cette vaccination. Donc, on a tendance à penser que cette vaccination évite les formes graves de Covid, même si, par ailleurs, la période la plus récente montre qu'elle n'empêche pas la diffusion du virus, ni finalement des formes légères de Covid. Donc, il ne s'agit pas de tomber dans un relativisme scientifique, c'est-à-dire que pour l'instant, il est clair que l'intérêt pour la santé publique et pour la santé individuelle de la vaccination est à ce jour incontestable. Bien, mais il n'empêche que nous devons considérer la façon dont les gens s'emparent de cette vaccination. Et Anne a montré que c'est bien l'histoire chaotique aussi de la vaccination en France. Je rappelle, il y a une très belle étude alors je ne sais plus
j'ai oublié son nom, mais une enquête internationale qui montre que la France était le premier pays qui était réticent à la vaccination. Et donc, je ne retrouve pas, et c'est bien dommage dans mes papiers nombreux que j'ai lus cet après-midi, notamment, que finalement, la France et les Français étaient la population la plus réticente à la vaccination. Donc, il s'agit de déplier les raisons pour lesquelles on peut s'opposer. Et j'ai envie de passer la parole à Catherine, parce que dans la présentation qu'elle a fait d'elle-même, elle a montré en fait un refus affirmé, j'ai envie de dire affirmé et j'irais pas vindicatif, ce serait trop violent, mais en tout cas, pourquoi une anthropologue de la santé comme toi, finalement, refuse a priori le principe de la vaccination, parce que on a tendance à considérer que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sont souvent des gens peu éduqués, et c'est ce que Alexis nous démontrera tout à l'heure, qui occupent une position sociale assez basse, etc. Alors tu as une variable, tu es une femme, et on sait que les femmes sont les plus réticentes à la vaccination, mais on y reviendra là-dessus. Donc pourquoi une anthropologue de la santé comme toi? Est-ce que c'est d'ailleurs ton métier, finalement, qui fait que tu es réticente, enfin, tu refuses même la vaccination, toi, tu la refuses? Alors, oui. Alors, je dirais que je la refuse pour moi, mais je n'y suis pas opposée de manière générale. C'est pour relativiser un peu les choses. J'ai deux points de vue. Un point de vue, on va dire, personnel, plutôt réflexif, qui est lié à mon histoire familiale, à mon histoire personnelle, à mon propre rapport à la santé, on va dire. Et puis, un point de vue plus anthropologique, puisque mon travail, c'est quand même de comprendre la façon dont on construit nos savoirs, notre rapport à la santé. Et du coup, c'est avec cet œil-là que j'observe aussi les gens qui m'entourent et la façon dont ils se positionnent par rapport à la vaccination. Donc, mon point de vue, on va dire personnel, réflexif, c'est... mon histoire familiale. Donc ma mère était infirmière puéricultrice. Elle a fait sa carrière principalement en réanimation néonatale. Et donc c'était une femme qui était plutôt, on va dire, proche du discours médical, qui a été formée là-dedans. Donc elle a eu un premier enfant qui a eu tous les vaccins possibles, c'est-à-dire obligatoires, recommandés, voilà. Et puis pour son deuxième enfant, donc moi je suis la dernière de la fratrie, pour son deuxième enfant, le soir même d'une vaccination, je le raconte comme ça parce qu'elle nous l'a souvent raconté comme ça, son enfant, donc tout petit, fait une sorte de malaise. Elle nous décrit un enfant comme une poupée de chiffon, les yeux révulsés, des tremblements, etc. Et heureusement, je dirais, par rapport à sa formation, elle a gardé son sang-froid, a réanimé sa petite, a vu un premier professionnel de santé en urgence qui lui a fait comprendre que c'était certainement pas lié à la vaccination, mais son ressenti à elle n'était pas celui-là. Donc, comme ça arrive souvent, c'est pas uniquement mon histoire familiale, c'est-à-dire que ça arrive souvent que quand les gens ne sont pas satisfaits du diagnostic ou de l'explication qu'on leur donne, eh bien ils consultent ailleurs. Eh bien elle a consulté ailleurs et elle a vu donc un médecin qui a fait le lien avec la vaccination et donc qui lui a confirmé son ressenti. Et donc moi, en tant que troisième enfant, eh bien, je n'ai pas été vaccinée, enfin, juste à l'époque le DT polio qui était pour elle un vaccin, on va dire, inoffensif. Et voilà, donc je n'ai eu que cette vaccination-là, petite, et je n'ai jamais été vaccinée par la suite, voilà, et je suis en bonne santé. Et donc, je pense que ça fait partie de ma façon de, on va dire, de concevoir les choses. C'est-à-dire que j'estime que la vaccination, que ce soit le Covid ou autre, c'est un acte médical et que donc ça doit se prendre, enfin, c'est une décision qui se prend entre un patient et un médecin et qu'on doit prendre en considération le contexte et le terrain de la personne. Et donc moi, mon contexte, c'est que depuis le début du Covid, j'habite en pleine campagne. Je ne suis pas, enfin je ne prends pas les transports en commun, je ne suis pas dans le métro, je ne travaille pas dans un hôpital,
Je suis très peu en contact avec des personnes fragiles. Quand je le suis, je fais très attention. J'ai une bonne hygiène des mains, je me protège. Voilà. Et donc, je ne me sens pas un danger pour les autres et je ne me sens pas en danger. Et donc, à ce titre, je ne me sens pas concernée par la vaccination. Et voilà. Et à ce titre, j'estime que j'ai le droit de choisir ou non de me faire vacciner en fonction de mon contexte de vie et en fonction de mon terrain médical, de santé. C'est un peu mon point de vue personnel, on va dire. Après, j'ai un point de vue, on va dire, plus large, anthropologique par rapport à mes recherches. Et voilà, mais je pourrais développer. Oui, il faudra développer parce que c'est intéressant aussi les rapports à la vaccination dans d'autres pays du monde. Mais ton récit est intéressant à plusieurs titres, mais au moins un principal, c'est que, et je le disais, c'est que souvent on met sur le compte de l'ignorance, voire de la non-éducation, l'opposition au vaccin. Alors que finalement, on s'aperçoit que des gens qui peuvent être diplômés, universitaires, anthropologues, peuvent refuser la vaccination dans le cadre d'une mise en récit familiale, finalement, d'un problème de santé. Si j'ai bien compris, il y a une forme de construction d'un récit familial que tu viens de nous donner et qui s'est transmis de la mère à la fille et qui explique pourquoi tu refuses la vaccination. Donc je suppose que quand on a instauré l'obligation vaccinale pour les enfants et notamment sur les vaccins, ce qu'on appelle hexavalents, tu étais contre. Ah ben, oui, mes enfants ne sont pas vaccinés de manière générale. Alors, je vais donner la parole à Hugo, qui est médecin généraliste. Peut-être pour avoir le retour de ses patients ou de sa patientèle sur la vaccination, les questions peut-être auxquelles il a dû répondre et qui peut-être permet de faire déjà émerger une sorte de pluralité de paroles autour de ce sujet de la vaccination. Ok, alors pour commencer, je vais vous donner aussi mon point personnel concernant la vaccination contre le Covid. Donc j'ai eu ma première dose en février ou en mars. Donc j'ai quand même attendu un peu. Alors il faut savoir que j'ai 35 ans, donc je suis quand même assez jeune. Mais j'ai préféré quand même me faire vacciner au moment où mon collègue a lui-même attrapé le Covid. Donc je me suis dit qu'il était temps que je le fasse. Plus quand même pour protéger mes patients que moi-même parce que j'ai une forte patientèle âgée. Donc j'ai eu droit au vaccin AstraZeneca qui a été interdit à mon âge la semaine d'après. Et ensuite, 3 mois plus tard, j'ai été vacciné donc par notre vaccin ARN messager. Alors j'ai eu aucun effet moi secondaire, tout va très bien. Mais pour en revenir plus à mes patients, je pense qu'on peut déjà voir un changement dans le temps, c'est-à-dire forcément, comme le disait Frédéric Pierru, au début, on n'avait pas encore énormément de retours. Les retours qu'on avait, c'était essentiellement les études scientifiques qui avaient été faites quand même encore sur un temps assez court. Donc de ce point de vue-là, je pensais quand même que cette vaccination pouvait être utile pour mes patients âgés, fragiles. Ça, je pense que c'était important, car non seulement le Covid, quand même, on le sait, touche ces personnes-là de façon grave plus fréquemment que le reste de la population. Et aussi, pour certains, notamment ceux en EHPAD, on sait quand même que les personnes très âgées en EHPAD sont fragiles, donc ils ont quand même une espérance de vie plus courte. Et donc, même s'il y avait des effets secondaires, des effets indésirables graves à long terme, ces personnes-là auraient quand même plus d'intérêt à le faire pour se protéger du virus maintenant que faire face à des effets indésirables potentiellement gênants ou graves par la suite qui pourraient moins se les toucher, entre guillemets, que les populations plus jeunes. Donc, dès le départ, j'étais pour la vaccination de mes patients qui étaient en EHPAD, notamment les patients âgés. Et l'autre point aussi qui était problématique pour eux, c'est qu'ils étaient confinés comme tout le monde, entre guillemets, à cette période de l'année, mais ils en ont souffert très énormément parce que les personnes âgées sont plus facilement isolées et ont besoin beaucoup plus de contacts sociaux. Et donc par la suite, j'ai pu constater que les personnes âgées vaccinées, celles qui le voulaient, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes qui ne l'étaient pas, ça leur a fait un énorme bien. Bon, d'un point de vue de la santé, sûrement, mais surtout au niveau du moral et de leur ressenti, parce qu'ils se sont sentis beaucoup plus libérés d'avoir ce vaccin. Je pense que ça c'est important. Au niveau de ma patientèle, jusqu'à maintenant, il y avait un peu, je pense que les études sociologiques ont montré, voir si c'est un peu pareil que dans ma patientèle, mais
globalement. Donc les personnes âgées étaient quand même beaucoup moins réticentes à se faire vacciner que les plus jeunes. Bon, ça peut se comprendre. Et concernant les réticences, il y avait différentes choses. Il y avait surtout au début les gens qui disaient qu'on n'en sait pas trop sur les vaccins, on préfère attendre d'en savoir un peu plus. Alors, il y a encore de temps en temps ce genre de réflexion, mais qui, je trouve, a quand même un peu moins de fondement, enfin, comme le disait Alexis Spire, car on commence à avoir du recul sur ces vaccins-là, en tout cas en particulier. Les réticences actuelles, là maintenant, je trouve que c'est plutôt soit des gens qui sont anti-vaccination en général, et qui, je pense, ne peuvent pas changer d'avis, et d'autres personnes qui aussi, et c'est important à dire, ont été, entre guillemets, choquées ou énervées de la façon dont la vaccination et même la gestion de la pandémie a été faite. J'ai beaucoup de gens qui s'opposent, qui ne veulent pas être vaccinés seulement parce qu'ils disent on nous a menti sur les masques. Voilà, au final, ils cherchent à nous influencer. Ils expriment une opinion, j'ai l'impression, qui est plus une opposition, finalement, donc une opposition aux autorités sanitaires et gouvernementales que, finalement, au vaccin en lui-même. Voilà. Ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Après, il y a une autre question, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, c'est pour les personnes qui seraient contre la vaccination et pour d'autres traitements, enfin on a beaucoup parlé hydroxychloroquine, ivermectine, remdesivir, zinc et d'autres choses. Et bon, c'est intéressant, ça serait intéressant d'en discuter aussi, car l'opposition aux vaccins et aux décisions du gouvernement ne sont pas forcément des oppositions à tous les traitements, que ces traitements soient efficaces ou non. Merci Hugo. Donc ton témoignage, si on peut dire ça comme ça, de médecin généraliste est très intéressant parce que d'une part, on a vu avec Catherine qu'on pouvait être très éduqué et être opposé par principe au vaccin. Et puis toi-même, tu as dit au cours de ton propos que tu avais été hésitant au départ. Enfin, si j'ai cru comprendre en tout cas un peu ça. Et puis après, tu as eu un effet miroir avec ta patientèle, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il me semble que l'une des premières résistances, et on verra ça avec Alexis bientôt, que la réticence au vaccin était liée à la nouveauté de la technique par ARN messager de ce vaccin, avec donc l'idée que finalement la population serait cobaye de l'industrie pharmaceutique. Tout ça se déroulant en toile de fond d'une multiplication en France, en tout cas, de scandales sanitaires quand même. Toute la santé publique s'est reconstruite à compter des années 90-2000 autour, et je dirais à force de crise. Depuis le sang contaminé, le Mediator, etc., j'en passe, et que finalement cette méfiance vis-à-vis des autorités sanitaires a forcément un impact, et on va en discuter avec Alexis Spire, sur les rapports au vaccin. Donc on peut être éduqué et anti-vaccin, mais on voit aussi qu'on peut être soignant et hésitant soi-même à se faire vacciner, puis on se fait vacciner, et on doit convaincre des patients de se faire vacciner. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire aussi, c'est la politisation de la vaccination. Et je voulais rappeler quand même, et tu l'as rappelé, mais je vais insister là-dessus, c'est la gestion un peu erratique, et je suis gentil quand je dis erratique, et je dirais très autoritaire, descendante de la gestion de la pandémie, qui a pu aussi créer parmi la population, je sais pas, moi quand j'imagine un anti-vax, j'imagine un gilet jaune en fait. C'est bizarre, mais voilà. Mais donc pour moi, un anti-vax, c'est un gilet jaune. Bon, mais c'est pas forcément ça. Il faudrait vérifier, il faudrait croiser. Mais en tout cas, on va voir ça avec Alexis. Effectivement, je prends le discours du 12 juillet 2021 du président de la République. Et là, on va quitter le vaccin, on va prendre le pass sanitaire. Le pass sanitaire, il nous dit bon ben voilà, j'instaure un pass sanitaire, ok. Sauf qu'il avait dit quelques semaines avant, et Olivier Véran, ministre de la Santé, quelques jours avant, alors j'ai plus la chronologie en tête, que en fait, il n'y aurait pas de passe sanitaire, et il fait un discours le 12 juillet 2021, instaurant en disant « j'instaure le pass sanitaire », sans expliquer sa volte-face, ou son changement de pied, qui est quand même assez étonnant, et en plus, il mêle le sujet sanitaire avec des sujets proprement politiques.
notamment de réforme de l'assurance chômage, etc. Et donc, me semble-t-il, favorise ce que redoutaient tous les spécialistes de la vaccination, c'est-à-dire l'inscription de la vaccination dans les débats du champ politique. Pour dire simplement, je ne me vaccine pas parce que je dis merde à Macron, pour faire court. Voilà. Et il me semble qu'il y a une partie de l'anti-vaccination et des anti-vax qui sont sur cette posture-là, et c'est la raison pour laquelle j'imagine toujours un anti-vax comme un gilet jaune, en fait. Et j'ai l'impression que les propriétés sociales, et on va le voir avec Alexis Spire après la deuxième pause musicale, se recoupent un peu en partie, et Alexis va nous dire pourquoi ça se recoupe un peu en partie avec ce mouvement de contestation et de défiance vis-à-vis des institutions. Octobre 1970, les Britanniques Pink Floyd sortent Atom Heart Mother, le fameux album à la vache, dont est tiré ce titre, If. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were asleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. If I were the moon, I'd be cool. If I were a row, I would bend. If I were a good man, I'd understand the spaces between friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home and dry. And if I go insane, will you still let me join in with the game?
talk with you more often than I do. Fréquence Paris Pluriel 106.3, If de Roger Waters. Et si, en France, les pros et les antis voulaient discuter calmement, ça donnerait une émission pratique, Frédéric? Nous nous retrouvons pour la 3e séquence de cette émission autour des rapports différenciés à la vaccination et au pass sanitaire. Alors, j'ai envie maintenant de donner la parole à Alexis Spire, donc, qui est un sociologue renommé au CNRS et qui s'est beaucoup intéressé et qui a mené une enquête à la fois qualitative et quantitative avec l'INSERM, avec Nathalie Bajos notamment, sur l'hésitation vaccinale, dont on a vu d'ailleurs que c'était une catégorie assez problématique, mais bon, pour nous expliquer finalement quel est l'état de l'art finalement en sciences sociales sur les rapports à la vaccination. Alexis. Oui, merci. Alors, on a énormément de données, en fait, de travaux qui ont été faits sur la vaccination, hein, parce qu'il y a eu, du fait même de la demande publique, hein, énormément de recherches qui ont été financées autour de la vaccination. Nous, on a travaillé beaucoup avec la plupart des études qui ont été faites, c'est des études qui sont faites par sondage auprès de 1000 personnes. Nous, on a travaillé avec un échantillon qui s'appelle EPICOV, qui est une cohorte représentative qui a été montée par l'INSEE et par la DREES et qui est beaucoup plus substantielle, on va dire, que des petites enquêtes par sondage, puisque EPICOV, c'est plus de 100 000 personnes au départ. Et nous, quand on a fait notre première... la première passation d'EPICOV, voilà, il y a... un peu plus de 90 000 personnes qui ont répondu. La deuxième passation qui a porté sur justement les intentions vaccinales, c'était en novembre 2020. On a 80 000 personnes qui ont répondu, donc c'est un échantillon très très conséquent, représentatif sur la France entière. Et on a utilisé cet échantillon pour poser des questions à un moment où le vaccin était en train d'être mis au point, en fait. On a posé des questions sur est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner, est-ce que vous êtes sûr de vous faire vacciner si le vaccin est commercialisé, est-ce que vous y allez peut-être, peut-être pas ou pas du tout. Et puis on a aussi posé des questions sur est-ce que vous êtes habituellement plutôt très favorable à la vaccination en général, c'est-à-dire aux autres vaccins. Est-ce que vous êtes plutôt pour les autres vaccins ou plutôt contre ou radicalement contre? Et l'objectif ici, c'était d'essayer de voir est-ce qu'il y a un rapport particulier au vaccin contre le Covid. Parce que ce que disait tout à l'heure Catherine, c'était intéressant, c'est qu'en fait, on peut avoir très bien une position de refus de principe de la vaccination, j'ai envie de dire quelle qu'elle soit, mais on a aussi beaucoup de combinaisons différentes. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des personnes qui sont finalement assez... favorables et consentants, on va dire, pour tout un tas de vaccins, mais qui, pour celui-là, justement, trouvent qu'on n'a pas assez de recul, ou à l'inverse, des gens qui ne voient pas l'intérêt des autres vaccins, mais qui trouvent que celui-là, il faut absolument le... voilà, donc il faut prendre en compte aussi ces rapports différenciés. Alors, je vais dire très vite les principaux résultats, peut-être, de cette enquête sur les intentions vaccinales, qu'on a complété ensuite par une nouvelle passation qui a eu lieu en mai-juin 2021 sur les pratiques vaccinales. Parce que l'intérêt d'EPICOV, c'est que comme on a plusieurs passations, on a pu faire une enquête sur les intentions à un moment où, encore une fois, c'était de l'ordre de le projet d'avenir, la vaccination. Et puis ensuite, on a demandé aux gens en juin 2021, on a demandé aux gens est-ce que vous vous êtes fait vacciner, avec quel vaccin, etc. Et dans quelles conditions, est-ce que vous avez eu du mal à trouver des rendez-vous, etc. Enfin, et toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer les gens, parce qu'on parle beaucoup des intentions vaccinales, on parle beaucoup des anti-vax, des gens qui ont peur, des gens qui sont pas rationnels, on parle assez peu des questions d'accès au vaccin, en fait. Hein. Et dans cette deuxième partie de l'enquête EPICOV, on a essayé de poser des questions, et en ce moment on est en train d'essayer de travailler là-dessus. Il ne faut absolument pas perdre de vue que ce qui peut paraître
complètement immédiat, évident pour des gens qui habitent, voilà, alors évidemment dans l'agglomération parisienne, mais plus généralement dans des agglomérations où il y a énormément de possibilités de se faire vacciner, il y a un tissu médical très important, etc. Il ne faut pas oublier que pour certaines populations, voilà, qui sont des populations possiblement alors marginalisées dans les grands centres urbains, ou alors des populations rurales, des populations qui vivent, des personnes qui vivent seules, la question de la prise de rendez-vous, la question de l'accès au rendez-vous et de l'accès au vaccin, elle n'est pas du tout évidente. Et je pense que, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un énorme raté de la politique vaccinale, c'est de ne pas avoir pris en compte cette question de l'accès au rendez-vous, de l'accès au vaccin, et d'avoir tout en fait misé sur le fait que les gens allaient se faire, ceux qui voulaient aller se faire vacciner iront se faire vacciner, et puis que ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux. Parce que dans un premier temps, c'était un peu le raisonnement. Et donc finalement, on ne s'est jamais intéressé à ces questions de conditions d'accès. J'en viens au résultat de l'enquête très rapidement, les principales tendances. Un résultat très important, c'est que la particularité de ce vaccin, enfin du rapport à ce vaccin contre le Covid-19 par rapport aux autres vaccins, c'est qu'on a vu on voit des variables qui sont très habituelles dans les réticences à la vaccination, notamment ce qu'on pourrait appeler le gradient du diplôme, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on monte dans la hiérarchie des diplômes, en partant des sans diplôme jusqu'au bac+5, et plus on est en général favorable par principe à la vaccination. On peut aussi le dire, on le constate aussi par catégorie de revenus, on peut le faire par catégorie socio-professionnelle. Quelles que soient les trois variables en fait qu'on retienne, enfin l'une des trois variables qu'on retienne, on a cette espèce de grande tendance générale qui veut que plus on grimpe dans la hiérarchie sociale et plus on a plutôt un a priori favorable par rapport à la vaccination. Mais la particularité concernant le Covid-19, c'est qu'il y a une variable très importante, parfois même dans les modèles de régression qui apparaît comme plus significative que certaines variables de description sociologique, c'est la question de la confiance dans le gouvernement, où on voit que c'est en tout cas dans les intentions vaccinales, et on le retrouve aussi dans les pratiques vaccinales, c'est une variable extrêmement forte pour expliquer les réticences vaccinales. Alors, ça s'explique évidemment par le fait que, ce qui a déjà été un peu dit, c'est-à-dire que le fait que le gouvernement s'est d'emblée très fortement engagé dans cette crise épidémique, et engagé alors en mentant sur la question des masques, en produisant des discours publics qui ont eux-mêmes été producteurs de défiance. Enfin, je veux dire, donc il faut évidemment pas oublier ça, mais que ce premier épisode de la crise épidémique a évidemment eu un impact très fort sur ce qui a été dit par Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est au moment où on a comparé les pays en termes d'intention vaccinale, la France, justement à l'automne-hiver 2020, est très vite devenue un peu le champion de la réticence vaccinale. Et si la France a pu devenir à ce moment-là le champion de la réticence vaccinale, c'est sans doute en grande partie par la gestion catastrophique, on pourrait dire, du premier épisode de la crise épidémique, à travers la question des hôpitaux, la question des soignants, la question des masques. Et ça a évidemment beaucoup d'effets sur la population. Alors ensuite, il y a d'autres résultats importants. Ça a été évoqué aussi par Frédéric tout à l'heure. On a vu un résultat assez intéressant qu'on ne voit pas en général sur la question des vaccins. C'est une différence homme-femme sur les intentions vaccinales, où ce qui apparaissait, c'est que toute chose égale par ailleurs, les femmes étaient plus réticentes que les hommes dans l'idée de se faire vacciner. Alors on a essayé de l'expliquer par tout un tas d'hypothèses, notamment un certain rapport au corps, rapport à la médecine, rapport à la santé, qui peuvent expliquer, rapport aussi à la dimension très fortement technologique, ça a été dit, du vaccin ARN messager, où on sait aussi par d'autres enquêtes que il y a des formes de réticence genrée à des dispositifs à certains dispositifs technologiques qu'on va retrouver dans les vaccins. Ce qui est intéressant là, ce qu'on est en train de constater, c'est que cette différence homme-femme dans les intentions vaccinales, donc qui était quand même très significative dans notre échantillon en novembre 2020, on ne la retrouve pas dans les pratiques. C'est-à-dire que les femmes ont annoncé avait vraiment cette spécificité de réticence, et que quand on regarde les pratiques vaccinales, c'est-à-dire en fait qui s'est effectivement vacciné, cette différence homme-femme, quand on la contrôle par les catégories sociales et par
les catégories d'âge, etc., elle a tendance à s'estomper. Voilà, alors on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur cette enquête. C'est une enquête qui est très très riche, où on peut aussi, disons, creuser sur la question aussi des raisons qui amènent les personnes qui ne se sont pas faites vacciner à ne pas le faire. La question du recul, du manque de recul, elle est évidemment très importante. Ce qui est très difficile pour nous, c'est que, encore une fois, il faut prendre en compte la dimension temporelle, et que c'est pour ça qu'on a été obligé de faire des choses assez compliquées de modèles de durée, parce qu'évidemment, selon la période dans laquelle on se situe, et selon l'ouverture plus ou moins grande de la vaccination, selon l'accès aussi, hein. On ne peut pas juger de la même façon les personnes qui ne sont pas vaccinées et les personnes qui se font vacciner. Et puis, évidemment, il y a une variable, on a commencé un peu à en parler à la fin de la séquence précédente, mais qu'il faut absolument aborder, c'est la question du pass vaccinal, qui a complètement bouleversé, on pourrait dire, les intentions vaccinales. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de gens qui étaient hésitants, qui étaient peut-être prêts à y aller, mais qui ne l'avaient pas encore fait, qui n'avaient pas encore franchi le pas, qui se disaient qu'ils allaient peut-être le faire, etc. Et ça, c'est vrai que le pass vaccinal, pour tout un tas de catégories de population, est venu, disons, écraser toutes ces hésitations pour rendre finalement la vaccination beaucoup plus massive que ce qu'on pouvait attendre quand on faisait l'enquête sur les intentions vaccinales. Bien, merci Alexis pour la présentation très claire des principales conclusions de cette enquête, effectivement, sur 80 000 personnes, et ça donne effectivement des résultats qui méritent d'être considérés du point de vue des politiques de santé publique. On y reviendra dans la 4e session. J'ai une question, moi, qui me turlupine, mais qui apparaît dans votre enquête, c'est le rapport des populations d'origine immigrée à la vaccination. Et comme j'ai fait une enquête sur Didier Raoult et l'hydroxychloroquine, avec le propos de Catherine en arrière-fond, c'est le rapport à la vaccination de ces populations d'origine immigrée, avec en arrière-fond quand même les méfaits de la médecine coloniale en Afrique, hein, qui a pu être transmise de génération en génération, et mise en récit, je dirais, de façon familiale, et qui peut expliquer, et tu le dis bien, au-delà des questions logistiques, et les questions logistiques sont importantes, notamment, il faudra expliquer pourquoi le gouvernement s'est reposé sur Doctolib pour les prises de rendez-vous, notamment vaccinales, mais est-ce que tu as des éléments là-dessus? Parce que j'ai vu que dans votre papier, vous citiez Guillaume Lachenal, etc., enfin des historiens de la médecine coloniale. Est-ce que ça a un impact aussi, ça, sur le rapport des populations d'origine immigrée, et qui sont aussi celles les plus éloignées du système de santé, du système de soins, par rapport à la vaccination? Alors, il y a plusieurs choses, mais ce qui ressort, mais ça, on l'a vu assez tôt dans l'enquête, et puis on l'a vu grandeur nature, c'est qu'il y a une très forte réticence vaccinale des personnes originaires des territoires d'outre-mer. Qu'il faut distinguer des migrants évidemment, mais disons que pour la première fois, on a réussi à obtenir dans cette enquête de pouvoir distinguer à la fois les personnes originaires des territoires d'outre-mer qui vivent en outre-mer ou qui vivent en métropole, les personnes qui sont immigrées, c'est-à-dire nées étrangères à l'étranger, les personnes qui sont enfants d'immigrés. Donc c'est de ce point de vue-là une enquête qui est extrêmement riche, puisqu'on peut cerner de façon très précise ces questions-là. Ce qui ressort en fait, c'est que il y a une très forte, encore une fois, réticence des personnes de territoire d'outre-mer. Il y a aussi une réticence vaccinale qui va se retrouver dans les pratiques vaccinales chez les immigrés, mais il faut, là, pour le coup, aussi distinguer les immigrés, alors on pourrait dire, on a pu le faire aussi, hein, du continent européen et les immigrés extra-européens. Et là, de ce point de vue-là, il y a une différence, et c'est vrai qu'il y a une plus forte distance à la vaccination des immigrés extra-européens. Je ne sais pas si on peut directement le relier à la question coloniale. La question coloniale et la question du système de santé colonial, moi je le mettrais beaucoup plus du côté des territoires d'outre-mer que du côté des immigrés extra-européens et des enfants d'immigrés. Nous, l'hypothèse qu'on a faite notamment sur les enfants d'immigrés, en fait, hein, c'est que tout ça est assez connecté avec la question de la confiance dans les institutions étatiques. Or, en fait, pour des populations qui sont victimes de discrimination,
qui sont au quotidien confrontés à des institutions étatiques qui peuvent avoir l'impression qu'elles sont marginalisées par ces institutions, elles sont discriminées, victimes d'inégalités de traitement, etc. Évidemment, ça pèse sur le rapport à ces institutions et que ensuite ça peut peser dans le rapport aussi à la vaccination. Et donc moi j'aurais plutôt tendance à penser que ça passe par ce biais. Alors évidemment, il ne faut pas ignorer l'histoire, mais en tout cas pour les enfants d'immigrés, et pour les enfants notamment de l'immigration extra-européenne, je pense que cette question du rapport aux institutions et des discriminations joue un rôle très important. On a pu le montrer dans une autre enquête du CREDOC d'ailleurs, pour expliquer les réticences vaccinales. Et là, c'est très important de l'avoir en tête parce que ça va avoir des impacts aussi sur les différences dans l'exposition à la maladie. Bien, moi, tout ça me fait penser, juste avant de donner la parole et très court, au magnifique film The Constant Gardener sur justement les expérimentations de Big Pharma en Afrique. Et ça remonte pas à la période coloniale des années 50-60, ça remonte au moment du sida, etc. Et donc je me demandais, moi, à la lecture de vos enquêtes et de vos papiers, si effectivement il n'y avait pas, en quelque sorte, dans l'histoire familiale de ces familles d'origine immigrée extra-européenne, le souvenir ou un traumatisme en fait, qui se répète. Alors, je donne la parole à Hugo, peut-être, ou à Catherine. Catherine. Oui, je voulais rebondir par rapport à ça, c'est-à-dire que à la fois, il y a un vécu de la discrimination, mais il y a également un vécu tout à fait actuel, en fait, des territoires d'outre-mer par rapport à la politique française. C'est-à-dire qu'aux Antilles, par exemple, où il y a quand même plus de 70% de la population qui n'est pas vaccinée, et même chez les soignants, eh bien, quand ces personnes-là sont interrogées, elles parlent de quoi? Elles parlent du chlordécone, qui a quand même été interdit en France dans la fin des années 80, alors qu'il a été interdit aux Antilles uniquement là récemment. Aujourd'hui, une grande partie de la population antillaise est quand même infectée. Il y a aussi le problème du sucre qui est revenu sur le tapis là récemment, sur le fait que les produits vendus dans les territoires d'outre-mer sont plus sucrés que les produits vendus en métropole pour les mêmes marques, sachant que ce sont des populations qui quand même, que ce soit à La Réunion ou aux Antilles, souffrent de diabète et que le diabète est une comorbidité aussi pour d'autres maladies. Enfin voilà, donc tout ce traitement en fait qui est différent pour les territoires d'outre-mer pèse énormément dans la balance aussi de la réticence de ces populations-là, quoi. Alors oui, et donc il ressort quand même que finalement ce Covid est venu percuter des inégalités sociales et territoriales de santé et d'accès aux soins qui sont largement méconnues en France. Alors on a commencé à s'en inquiéter avec les déserts médicaux, mais si on prend les DOM-TOM, par exemple, effectivement les inégalités d'accès aux soins et même les inégalités devant la maladie, et surtout les inégalités devant la maladie et la mort sont très très grandes, et que finalement, c'est pour ça que Richard Horton du Lancet, qui est l'éditeur du Lancet, avait parlé plutôt de syndémie que de pandémie, en disant que finalement ce Covid-19 venait, ce coronavirus venait se greffer sur des inégalités, et Catherine a parlé par exemple du diabète, effectivement sur des maladies chroniques qui ne se répartissent pas également dans la population et dans les territoires, étant entendu que les territoires ne sont jamais que l'inscription territoriale hélas, de catégories sociales. Nous faisons donc une troisième et dernière pause musicale avant d'aborder et peut-être d'élargir le sujet sur est-ce qu'une politique de santé publique est une politique seulement de police sanitaire. En 1974, le Gong sort son 5e album, You, un son psychédélique résolument progressif. On écoute un extrait du titre Master Builder.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, Master Builder de Gong. Et je me ferai bien vacciner contre le gouvernement, moi, Frédéric. Nous nous retrouvons donc pour la 4e et dernière séquence de cette émission consacrée au rapport différencié à la vaccination et au pass sanitaire. Et donc on a déplié et on voit bien la complexité des variables et des mobiles et des raisons que les individus se donnent pour se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner ou le faire par pur conformisme. Et donc on voit bien que quand on déplie tout ça, on est très loin de la présentation médiatique qui est souvent très morale et manichéenne entre deux camps, le camp du bien, les pro-vaccins, et le camp du mal, les anti-vaccins, et que finalement, il faut, pour faire une politique de santé publique, se donner les moyens de saisir les variables et les mobiles qui sont au principe de ces rapports différenciés à la vaccination et au pass sanitaire, étant entendu, mais on va y revenir, et c'est là-dessus que je voudrais finir l'émission, que le pass sanitaire, c'est une obligation déguisée. En un sens, moi-même, j'ai été vacciné le plus tôt possible, j'ai attendu ma deuxième dose et j'ai été confiné tout le mois d'août, parce que je ne pouvais pas recevoir, ma deuxième dose n'étant pas prioritaire, je ne pouvais pas recevoir ma deuxième dose avant la fin août. Donc, ce qui renvoie à cette variable que rappelle fort justement Alexis Spire, la variable de l'accessibilité des vaccins. Effectivement, on n'habite pas tous Paris. Et que même dans le Finistère, on peut avoir du mal à se faire vacciner. Et donc j'avais envie de finir cette émission en élargissant, après avoir déplié cette question de la vaccination, sur finalement qu'est-ce que faire de la santé publique veut dire. On a bien vu qu'on avait un gouvernement, et on l'a abordé avec la confiance dans les institutions sanitaires, mais plus généralement dans le pouvoir politique et dans le gouvernement. On a vu que cette question de la confiance était déterminante pour expliquer les décisions de se faire vacciner ou pas. Et donc, il y a eu une gestion de la pandémie qui a été erratique, très autoritaire, très verticale, très finalement secrète, avec le comité de défense, qui est alors erratique, on l'a signalé, c'est les revirements de communication, les mensonges, etc. Et donc, est-ce que finalement, et j'ai envie de lancer cette question un peu à la volée, est-ce que l'autoritarisme, c'est-à-dire ramener la santé publique à de la police, à une affaire de police sanitaire, n'est pas un aveu de faiblesse finalement, d'un pouvoir ou d'un gouvernement dont les messages n'ont pas de crédibilité dans une partie de la population. Je disais avant l'émission, moi quand j'imagine un anti-vax, j'imagine un gilet jaune. Donc, et c'est et vraiment, je crois que ça se recoupe en partie, en fait, ce mécontentement populaire notamment, et qui fait qu'on a politisé les vaccins, et le gouvernement a politisé, en un sens, la vaccination, le pass sanitaire. Je l'ai rappelé par la déclaration du 12 juillet 2021, où on a mêlé, le président de la République a mêlé des considérations sanitaires avec des considérations, je dirais, de politique et de politique même antisociale, hein, soyons clairs, notamment sur l'assurance chômage. Donc j'ai envie de dire, quelle articulation entre tout ce savoir accumulé autour de la vaccination, des hésitations vaccinales, etc. Et puis, finalement, les politiques de santé publique. Alors, Hugo a envie de réagir. Alors oui, pour plusieurs choses. Moi, j'ai eu l'impression, dès le début de la pandémie et surtout la campagne de vaccination, que le gouvernement, et l'État en général, avait plutôt tendance à mettre des bâtons dans les roues de notre prise en charge des patients de la population qu'à nous aider. Parce que là, on a parlé de l'organisation de la vaccination, l'accès à la vaccination qui pouvait être difficile, et c'est vrai que nous, entre le fait que
il y a eu des problèmes avec le vaccin AstraZeneca, qu'on nous disait à un moment, il ne faut plus le faire. Puis après, au niveau du vaccin AstraZeneca, donc plutôt, d'abord, on nous a dit, vous, soignants, faites-vous vacciner avec celui-là. Bon, en sachant qu'il fallait 3 mois entre les 2 doses, ce qui était quand même long pour être protégé et pour protéger les autres. Puis après, le fait qu'ils l'ont interdit, puis après qu'ils l'ont remis pour plus de 55 ans, donc ça a été déjà un peu des bâtons dans toute notre organisation. Le fait qu'ensuite, il n'avait pas assez de doses pour tout le monde, mais ils se sont dit, allez, on ouvre aussi aux pharmacies, donc nous, on s'est retrouvés, on avait déjà les plannings faits, et finalement, ils ont donné des doses aux pharmaciens qui n'avaient pas encore eu le temps de se mettre en place, donc c'était un gros bazar, y compris pour les doses, et ce qui a créé aussi de l'agacement de la part de mes collègues et de moi-même. Il y a eu le fait que dans les centres de vaccination, donc, qu'on a mis en place, la prise de rendez-vous n'était possible qu'en appelant sur Internet et en appelant une plateforme nationale avec des embouteillages monstres et un stress énorme des gens qui venaient au centre de vaccination en disant on n'arrive pas à s'inscrire, et on leur disait mais nous on n'a pas la main au centre de vaccination, on peut rien faire, il faut voir avec la plateforme. Donc il y a eu énormément de choses qui au contraire étaient des bâtons dans les roues de notre pratique. Je voudrais une dernière chose aussi parler des centres Covid. Donc finalement, juste après le confinement, nous, soignants, on s'est organisés pour créer des centres Covid pour essayer d'accueillir des patients potentiellement ayant la Covid, tout en protégeant les patients qui ne l'avaient pas et qui avaient besoin d'être soignés dans nos cabinets médicaux. Et en fait, nous n'avons eu aucune aide initiale, que ce soit de l'État, des agences régionales de santé. C'est les soignants et les municipalités, en tout cas chez nous, qui ont bien voulu nous aider, nous fournir des locaux, ce genre de choses, qui nous ont permis de nous organiser. Et finalement, quand l'État et l'ARS a essayé de reprendre la main, c'est quand on avait quasiment plus de cas au mois de juin-juillet, qui nous disaient non, on veut que les centres restent ouverts et donc on veut vous réquisitionner pour que vous restiez dans les centres, en sachant que nous on était par les argents payés à l'acte, sauf qu'on ne voyait plus personne, donc on venait gratuit au lieu d'aller soigner nos patients dans nos cabinets. Et là, ils ont voulu nous imposer quelque chose qui n'avait pas de rapport avec la situation actuelle. Et c'est ça le problème dont Frédéric parlait vis-à-vis de la verticalité et de l'autorité de l'État, c'est que les prises de décision sont faites en haut avec des chiffres à l'échelle nationale ou ce genre de choses, sauf que nous, à la base, nous voyons des choses, nous avons des idées, sauf que impossible de les faire remonter, de les faire appliquer. Donc on avait plutôt des bâtons dans les roues que la façon de pouvoir gérer finalement le mieux possible avec nos moyens et nos points de vue directement avec les patients. Et ça nous a beaucoup remonté et surtout beaucoup embêté. Oui, alors Hugo, moi en t'écoutant, je pensais à quand même cette déclaration par ailleurs d'un homme très bien et très compétent, Monsieur Vaccin, qui s'appelle Alain Fischer, qui disait, moi, donc c'est Monsieur Vaccin, j'y connais rien à la logistique. Bon, c'est quand même un peu problématique quand on veut organiser une campagne de vaccination et que la personne qui est responsable de la campagne de vaccination dit « j'y connais rien à la logistique ». Bon, c'est pas qu'une question d'ailleurs de logistique, c'est une question aussi de démocratie sanitaire. J'ai envie de donner la main ensuite à Catherine et à Alexis pour avoir leur avis sur ce sujet. Finalement, qu'est-ce que c'est que de faire une santé publique qui recherche, en tout cas de mon point de vue, doit rechercher plus l'adhésion que de recourir à la contrainte, finalement, qui est un aveu de faiblesse. Contraindre les gens, c'est quand on n'a pas réussi à les convaincre, en fait. Catherine. Oui. Oui, alors moi, là où je voulais rebondir, en lien avec la question posée, et puis en lien avec ce qu'a dit Hugo Diaz, c'est que une politique de santé, et d'ailleurs tout ce qui est décision politique, que ce soit lié à la santé ou pas, c'est quelque chose de collectif, c'est une vue collective d'une population. Donc on prend en considération toute une population, mais on ne peut pas prendre en considération la diversité des situations, la diversité des vécus. Et je trouve qu'il y a effectivement, dans ce qu'a dit Hugo, mais même par rapport au lien que les gens entretiennent avec la vaccination,
il y a un décalage en fait entre l'expérience vécue par les individus, c'est-à-dire là par exemple l'impossibilité d'aller sur Doctolib, l'impossibilité de prendre un rendez-vous, l'impossibilité d'avoir une information claire parce que le médecin dit quelque chose mais à la télé quelqu'un dit autre chose, etc., etc. Eh bien, il y a un décalage entre ce que les gens vivent, ce qu'ils entendent, les informations auxquelles ils ont accès, et puis le discours politique qui est général et qui est censé concerner tout le monde en fait. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la santé d'un point de vue collectif, eh bien, va se baser sur des modélisations mathématiques, des statistiques. On est obligé de faire quelque chose à grande échelle. Or, pour moi, même si la médecine est une science proche des sciences exactes, ben, pour moi, une science exacte, c'est justement les mathématiques. Par exemple, faire des statistiques, c'est proche de l'exactitude. Faire des calculs, c'est proche de l'exactitude. La médecine, pour moi, c'est pas une science exacte dans le sens où, ben voilà, c'est en fonction d'un individu, dans un contexte particulier, avec une expérience particulière, et que de gérer quelque chose de collectif en se basant sur la science, d'ailleurs on parle toujours de la science, mais le discours scientifique, mais ça n'existe pas, le discours scientifique. Il y a plein de scientifiques et qui ont des discours différents, et des points de vue différents. Donc voilà, pour moi la médecine, eh bien c'est une science variable et qui doit s'adapter, et ça colle pas avec quelque chose de collectif, comme une vaccination de masse, par exemple, quoi. Oui, alors Catherine, juste, et je vais donner la parole à Alexis, parce que je suis vraiment intéressé par son avis sur cette question de santé publique, police sanitaire, mais j'ai quand même envie de dire aussi que on a assisté à un phénomène, et évidemment, on a tous envie, moi j'ai envie de taper sur le gouvernement, parce que c'est vrai que cette gestion de la pandémie a été catastrophique. L'entrée dans la pandémie a été catastrophique, le début de la campagne de vaccination a été catastrophique, ça on est tous d'accord. Mais quand même, il y a aussi beaucoup de médecins qui sont précipités sur les plateaux de télé. L'institution médicale, j'ai envie de dire, a quand même été très dissonante dans cette gestion de pandémie. C'est-à-dire que, alors évidemment, on a la figure de Didier Raoult, mais moi j'ai en tête plein de débats. Je suivais les chaînes d'information en continu. Les médecins, c'était des batailles de chiffres, de prévisions, etc. Et donc, je dirais, la dissonance est venue du côté du gouvernement, mais elle est venue aussi de l'institution médicale, créant d'une certaine façin une confusion. Et même pour quelqu'un qui était pro-vax, à la fin, on finit par douter. On finit par se dire, un tel dit ça, un autre dit ça. Et donc, il faudrait d'ailleurs réfléchir à une enquête sur comment les médias ont traité cette affaire et comment ils ont été une caisse de résonance à la fois des erreurs de communication du gouvernement, mais aussi d'un champ médical qui s'est politisé en un sens et qui s'est beaucoup divisé à cette question. Alexis, est-ce que tu veux réagir? D'après tes enquêtes, finalement, qu'est-ce que ça serait de faire une politique de santé publique qui ne soit pas une politique de contrainte, de prohibition, d'obligation indirecte via le pass sanitaire, etc. Alors, peut-être il faut compléter un peu déjà le constat et le diagnostic avant d'essayer de réfléchir à ce qui aurait pu être fait autrement. Mais moi, ce qui me frappe dans cette mise en place du pass sanitaire, enfin de cette police sanitaire, c'est d'abord qu'elle est très symptomatique aussi d'une certaine conception de l'État. On a délégué à des acteurs privés cette question de police, et on l'a fait, et on a mis en déléguant donc à des restaurateurs, à des compagnies aériennes, à des cabinets de conseil. Voilà, on a beaucoup joué du partenariat public-privé parce que c'est très à la mode en ce moment, mais tout ça en fait au détriment quand même d'une politique un peu systématique vis-à-vis des plus fragiles et vis-à-vis des plus exposés. Et ça, moi, je voudrais beaucoup insister là-dessus parce que je pense que c'est un grand raté de la politique vaccinale et qu'on va sans doute en payer le prix cet hiver. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres pays européens, la France, en fait, s'est complètement reposée sur la mise en place du pass sanitaire et absolument pas réfléchi
à la question des personnes âgées qui vivent isolées, à la question et qui sont possiblement, parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles ont des comorbidités extrêmement exposées à la maladie et notamment aux formes graves. Et qui n'ont pas été, qui font partie disons de la catégorie minoritaire de la population qui n'a pas été vaccinée, mais pas de bol, c'est aussi la partie de la population qui risque le plus des formes graves. Et donc ça, de ce point de vue-là, il y avait des moyens quand même avant de cette volonté de généraliser le pass sanitaire à tout le monde et de faire, il y avait quand même aussi des moyens de cibler par la conviction. Et donc là, j'en viens à la politique sanitaire qu'on aurait pu espérer, c'est qu'il faut relier quand même la question de la politique sanitaire à la question de la démocratie. Or, que ça soit au niveau du Parlement, au niveau de la délibération, au niveau du débat public, on a le sentiment qu'on a été confronté à une crise sanitaire sans précédent et qu'au début, évidemment, il y a la surprise, il y a l'urgence, mais que cette crise a duré et que dans la durée, à aucun moment, finalement, le choix n'a été fait d'avoir une gestion démocratique, une gestion où les gens puissent se réapproprier les enjeux, puissent discuter et puissent délibérer et puissent décider, en fait. Et donc, que ce soit au niveau, encore une fois, au niveau du Parlement ou même au niveau des structures les plus locales, on a l'impression vraiment d'une démocratie sanitaire qui a été complètement confisquée et avec, encore une fois, au prix aussi de grands ratés, encore une fois, parce que je pense que l'État avait parfaitement les moyens de faire une démarche, j'ai envie de dire presque individualisée, précisément auprès des personnes à risque, auprès des personnes ayant des comorbidités, auprès des personnes âgées isolées, pour essayer de les convaincre de se faire vacciner. Et c'est pas du tout le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est un choix essentiellement de communication, de perception, de politique extrêmement globale pour pouvoir afficher des taux très élevés de vaccination, sans du tout miser sur la question démocratique et sur la question de la réappropriation par les gens eux-mêmes de cette question de la vaccination. Et on risque de le voir aussi là maintenant maintenant qu'il faut envisager une troisième dose. Oui, alors juste pour rebondir et avant de donner parce qu'il nous reste peu de temps, très peu de temps, pour être très court, j'ai une tribune de Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale, qui questionne en fait la déclaration récente de Macron sur le pass sanitaire conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans. Et là encore, on voit bien cette politique de contrainte, c'est-à-dire on a eu un mélange en fait d'un État autoritaire et secret, donc le comité de défense sanitaire qui n'existe pas en fait légalement, et donc des choses qui tombent d'en haut et une cacophonie médiatique qui en a résulté. Hugo, 1 minute avant de conclure. Oui, je voulais revenir à la démocratie, on va dire, sanitaire, c'est-à-dire au choix finalement, les gens qui puissent faire un choix éclairé, notamment sur la vaccination, c'est revenir à la définition de la médecine et de la science, comme déjà nous a montré Catherine. Parce qu'il y a quand même, je trouve, l'idée de la médecine et de la science dans la population générale est quand même assez éloignée de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée de toute puissance. Là, on vient de découvrir la mort avec le Covid, mais jusqu'à il y a peu, les gens s'étonnaient quand quelqu'un mourait. Et ce qui est important, c'est de savoir, donc la médecine, c'est pas une science exacte, en effet, c'est pas comme les mathématiques, bien que les études, on essaie, ce qu'on appelle nous la médecine basée sur les preuves, c'est la médecine actuelle, la théorie actuelle qui est de se baser, d'essayer d'avoir les meilleures preuves statistiques possibles, un peu comme ça existe dans les études de sociologie, par exemple, pour faire un choix. Et la question est, c'est que nous avons du mal la population a beaucoup de mal à pouvoir faire un choix avec les infos que l'on a. Voilà, donc la question est comment trouver des informations fiables et on ne va pas pouvoir y répondre maintenant. Merci Hugo. Alors, tu me donnes l'occasion de conclure cette belle émission qui nous a permis de complexifier le tableau et de sortir des caricatures du débat médiatique. C'est une émission qui s'appelle Les Voix de la médecine utopique, et c'est l'émission de pratique, les cahiers de la médecine utopique. Et l'historique de pratique, c'est de rappeler que la médecine
est une science humaine. C'est une science, effectivement, qui fait appel à des savoirs biologiques, etc., et de laboratoire, mais c'est aussi une science humaine, parce que c'est aussi une clinique, et que les sciences sociales ont leur mot à dire dans cette histoire. C'était donc l'émission Les Voix de la médecine utopique, et je remercie nos invités, Catherine Thomas, Hugo Diaz, Alexis Spire, Anne Perrault et bien sûr l'indispensable Renaud. À bientôt. Merci mon bon Fred, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Vous pourrez la réécouter lundi prochain sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, puis sur le site de pratique au pluriel.fr. À bientôt chers auditeurs, nous cédons à présent l'antenne à Zoom Écologie.